sens d'ailleurs de Malfatti cette fois, puisqu'il ne parle pas de cela, pour déterminer ce que peut être le corps, ce qu'ils appellent le corps sans organe, repris à l'expression d'Artaud. L'œuf qui est parcouru, qui est un œuf parcouru d'intensité, qui n'a pas des organes internes, effectivement il est antérieur, il est pré-organique dans ce sens-là. Donc il est interprété d'une façon qu'on pourrait appeler qualitative. De la même façon, les nombres, lorsqu'on voit que des nombres interviennent dans la répartition de certains éléments du corps ou dans la description d'un certain nombre d'agencements qui sont toujours numériquement dénombrables, comme l'agencement amoureux par exemple, ce nombre n'est pas en relation déterminante avec la chose qu'il s'agit de démontrer. Donc il est aussi dans une relation analogique, mais il est aussi inventif. Cette idée de corps sans organe permet de construire un mode de pensée qui lui-même ne prétend pas à la démonstration rigoureuse, puisqu'il s'est emprunté à une expression pure poétique et au sens propre du terme indéterminable d'Antonin Artaud, mais il fait penser à quelque chose, il est une proposition de pensée pour quelque chose qui développe l'extension du corps, la compréhension du corps humain comme corps de désir, comme s'étendant au-delà de l'enveloppe corporelle proprement dite, comme donnant un champ d'environnement qui est tout à fait différent de celui d'une simple limitation de la notion de corps à la surface de cette enveloppe pourrait donner. Mais il y a des notions, c'est-à-dire que cette notion appartient incontestablement à l'univers mythique. C'est l'œuf d'Ogon, d'ailleurs tiré d'un mythe d'Ogon, qui reçoit un certain nombre de correspondances très intéressantes, d'ailleurs, qui ne sont pas empruntées l'une à l'autre, à la mathèse de Malfatti, en particulier pour le rôle que fait jouer dans ce mythe d'Ogon, repris dans l'Anti-Oedipe, la notion de placenta, la notion de jumeaux, la notion de corps jumeaux, qui se trouve également utilisée dans la mathèse de Malfatti. Donc il y a une sorte de correspondance très intéressante, bien que étant là aussi à situer au niveau simplement des correspondances, sans qu'il n'y ait aucune relation de cause à effet. Mais ce que je voulais dire donc, c'est qu'il n'y a pas, il y a un autre processus de pensée, une autre manière d'établir des relations entre les choses, ou d'établir des relations entre des concepts ou des notions abstraites et des choses matérielles qui ne sont pas de l'ordre de la stricte démonstration ou de l'ordre de la déduction. C'était ça en fait. Et j'ai l'impression que Henri Poincaré, j'ai le sentiment. Yes. On pourrait, avant de partir, je voudrais une petite question. Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, montre que le concept d'analogie est très important chez les sociétés dites sauvages. Peut-être ça permettrait d'éclairer et de dépasser ce... Et pourtant, Lévi-Strauss classe aussi, d'une certaine manière. Donc en fait, comme tu le soulignes, il y a peut-être, au fond, la classification, elle est aussi bien dans une pensée cartésienne que dans une pensée analogique, dite sauvage ou mystique. Oui, ça me fait penser à une pensée sauvage telle que l'entend Lévi-Strauss, qui est une pensée qui procède par mode classificatoire, qui à la fois des régions de l'espace, qui ne procède pas
de la même façon que... mais qui n'est pas une pensée alogique, mais qui a une logique différente. Non, mais je ne sais pas trop quel était le sens de son intervention. Je n'ai pas trop compris subitement pourquoi est-ce qu'il intervient pour partir ensuite. Oui, mais parce qu'il a... oui, bon, c'est bien d'intervenir et de laisser les gens réagir. C'est plus correct. On est d'accord là-dessus. Bon, bon, l'analogie, cela va de soi que je disais donc le point carré, effectivement, est un adepte de l'analogie. C'était un monsieur qui, évidemment, défendait l'enseignement de la géométrie. Et dans la géométrie, il trouvait qu'il y avait une bonne part d'intuition, que la géométrie développait ce sens de l'intuition. Oui, mais tu as raison. Bon. Il y a, mais l'intuition ne veut pas nécessairement dire une intuition irrationnelle. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'intuition, elle permet des hypothèses en mathématiques, des conjectures, certaines conjectures, etc. Et Poincaré, raison pour laquelle il défendait effectivement l'enseignement de la géométrie, parce que la géométrie a connu un sort tel qu'on voulait l'abandonner au profit justement de cette pensée analytique, à savoir l'algèbre. Hein. Il y a eu, la période des mathématiques modernes était là d'ailleurs pour le prouver avec Bourbaki, vous connaissez bien, où l'on a abandonné tout ce qui était géométrique en disant qu'en fin de compte, les mathématiques allaient se réduire, et ça sous l'impulsion des Hilbert ou des Russell, David Hilbert, etc., qui ont voulu formaliser les mathématiques, axiomatiser tout. Donc on a voulu, on a pensé que, que la géométrie n'avait plus sa raison d'être, etc. Bon, on en est revenu, tout ça. Et c'était parce que c'est cette pensée analogique-là, que tu es en train de défendre ici, plus ou moins, en fait, Poincaré, qui était un grand géomètre, qui était physicien, etc. Oui, c'est absolument certain que l'intuition, au sens, Poincaré compliqué l'intuition au sens cartésien, c'est-à-dire qu'en mathématiques, il serait, ou au sens de Kant, les mathématiques anciennes reposent sur l'intuition, il oppose l'intuition plutôt à la déduction purement logique. Il y a une intuition comme il y a les formes de l'intuition. L'espace est une forme de l'intuition. Chez Kant, c'est quelque chose d'irréductible. On ne peut pas réduire, si l'on entend réduire à l'identité ou réduire à des égalités qui seraient des tautologies, on ne peut pas le faire. On entre nécessairement dans un domaine qui est un domaine intuitif. Mais entre intuition, l'intuition ne veut pas dire quelque chose qui procéderait uniquement par des ressemblances qui ne seraient pas logiquement établies. Or, et d'autre part, ces ressemblances logiquement établies ne peuvent pas être rangées dans le domaine uniquement de l'intuition. On ne peut pas, je vais dire en d'autres mots, opposer le genre de pensée que j'appelle pensée allégorisante ou en signature, comme étant une pensée intuitive, à une autre pensée qui serait une pensée essentiellement logique, parce qu'il y a aussi de la logique, il y a une logique très forte dans cette mathèse, une logique qui part justement de matrices ou d'éléments mathématiques numériques qui sont répertoriés à partir de la décade, en classification qui se trouve chez les pythagoriciens d'ailleurs, avec la validité, la valeur à la fois numérique et aussi qualitative des nombres, qui est appliquée à l'ensemble de l'univers, du corps humain et du cosmos. Donc ce n'est pas tellement une différence qui serait à marquer entre intuition et concept, qui est fait encore une fois dans la pensée
mathématique et philosophique classique qui est fait chez Descartes avec l'idée d'une intuition intellectuelle, chez Kant avec l'idée d'une intuition purement sensible, chez Bergson, alors c'est quelque chose d'autre, l'extension de l'intuition qui n'est pas du tout, qui a soin de distinguer du manque de rigueur. D'ailleurs, l'intuition, c'est la pénétration interne dans les choses. Ça serait plus proche de l'intuition bergsonienne, mais à condition que Bergson, que l'on comprenne l'intuition bergsonienne sur cette base, parce que c'est bien pénétrer dans l'essence des choses que de dire que l'on retrouve partout ces formes de l'ellipsoïde, du ternaire, du quaternaire, etc. Mais ce n'est pas le même genre d'intuition, non, je ne sais pas. Donc la différence, je ne suis pas contre le fait d'analyser cela en disant quelle est la part d'intuition, quelle est la part de conceptualisation, mais ce n'est pas, ça égarerait la recherche, c'est pas pertinent, ça ne porte pas exactement sur ce dont il s'agit, d'un autre ordre. C'est quelque chose d'un autre ordre et qui vient sur ça serait plutôt une différence, bien qu'on utilise beaucoup les nombres, entre l'utilisation, on pourrait presque dire, qualitative du nombre ou l'utilisation quantitative. C'est-à-dire que le nombre est utilisé dans la matière d'une façon non quantitative, non purement quantitative, parce que c'est bien la quantité qui joue, mais elle est utilisée comme qualité. C'est-à-dire, et comme qualité, c'est dans ce sens-là d'ailleurs qu'on se retrouverait peut-être en contact avec une orientation de la pensée de Deleuze, tout au moins autour de ces relations qu'il établit entre l'intensif, les grandeurs intensives et les grandeurs extensives. Et là aussi, ce sont des propriétés qualitatives et des propriétés quantitatives. Or, le nombre a des propriétés qualitatives à côté de ses propriétés quantitatives. Mais ces propriétés qualitatives viennent précisément de ces propriétés quantitatives. C'est en raison même de la distribution numérique que l'on pourra qualifier tel nombre de parfait ou imparfait, de présent dans la distribution de tels ou tels organes, d'ayant une action bénéfique ou une action maléfique, etc. C'est là que se trouve un peu le problème de cette forme de science, qui est à cheval, encore une fois, entre le mythique et le scientifique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la géométrie est une utilisation? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la géométrie est une utilisation qualitative du nombre? La géométrie, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle est une utilisation qualitative du nombre? Oui. Oui, d'accord. Je veux dire le rôle, non. Le rôle de l'intuition qui a été joué par la géométrie, parce qu'ici il s'agit de l'unité de la connaissance. Moi, je comprends un peu que le fait de diviser la connaissance en analytique et quelque part en intuitif, l'idée c'est de montrer que c'est un tout, qu'il y a une certaine unité et que effectivement tous ces moments où l'un l'emporte sur l'autre c'est tout de même, je veux dire, tous ces moments ne sont que des moments où l'un l'emporte sur l'autre, mais les deux sont toujours là, les deux aspects sont toujours là et forment un tout. Et à ce titre-là, la géométrie a joué ce rôle par rapport au numérique dans toute l'histoire des mathématiques. On a vu par moments comment la géométrie a anticipé, anticipé sur le numérique, sur le nombre, et comment est-ce que par moment le nombre effectivement venait éclairer la géométrie pour lui donner plus de vigueur, et ainsi de suite. C'est à ce titre-là que je me dis, bon, par exemple, le caractère quand même continu de la droite
La droite, elle est là, elle est infinie, on le voit. Ça, c'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre qui n'est pas de l'ordre du numérique, et cependant, ça a permis de développer effectivement la théorie des nombres, d'arriver à donner naissance à d'autres nombres et à montrer le caractère infini du numérique. Bon, et c'est dans ce sens-là qu'il y a un tout qu'il s'agit de bel et bien de montrer qu'il y a un tout. Les mathématiques forment un tout, la connaissance ça forme un tout. Et c'est à ce titre-là que je dis effectivement, ce que vous me dites, si Poincaré, évidemment, en tant que géomètre, connaissait bien, en tant que physicien aussi, il connaissait bel et bien l'apport, il avait ce souci du tout. Et voilà, c'est dans ce sens. Prenons la numération. Bon, la numération est incontestablement fixée, et la numération décimale est fixée sur le nombre 10, qui est le nombre des doigts de la main. Donc, il y a incontestablement une relation entre les uns et les autres. Mais la notion de numération n'est pas uniquement dépendante. La numération, par exemple, la numération rationnelle, si l'on veut, est une numération par 0 et 1. Donc, avec un système de numération de cet ordre a été pensé, par exemple, par Leibniz, et est un système qui est plus rationnel, qui est plus proche d'une numération indépendante d'un certain nombre de supports. On peut supposer qu'un animal qui aurait 3 doigts, il y en a, les palmipèdes, par exemple, je ne sais pas quand même, ou le cheval, donc, qui ne peut pas faire, qui n'a pas de doigts, ne peut pas faire une numération de 10, ou tout au moins, il ne va pas privilégier cette numération de 10 en comptant sur ses doigts. Donc il y a quelque chose qui, effectivement, dans ce domaine-là, met en relation la partie intuitive. De la même façon, si un corps était tout à fait plat, vous pouvez se promener sur les murs et sur les plafonds, il n'y aurait pas une conception de l'espace semblable intuitivement, mais d'autre part, il peut fort bien avoir un système qui lui fasse comprendre tout un tas de problèmes relatifs à l'espace, des espaces abstraits qui ne sont pas dépendants exclusivement de l'espace tridimensionnel auquel nous ne pouvons pas échapper, où toutes les lectures que l'on peut faire doivent s'inscrire là. Donc l'espace, on pourrait dire, ce qui nous fait comprendre aussi le nombre, la signification des signatures. On pourrait dire la numération, qui d'autre part n'est pas strictement liée à une numération décimale, à sa signature dans la numération décimale et dans l'existence de nos 10 doigts. De la même façon que l'espace, qui n'est pas nécessairement un espace tridimensionnel, a sa signature dans l'espace tridimensionnel que nous occupons. Voilà quel est le sens du mot signature. Mais au moment où l'on dit cette signature établit quelque chose qui est un rapport à l'absolu et que l'on établit tout un système de lecture et de déchiffrement de l'ensemble de la création, de l'univers, de sa destination à partir de là, c'est là où l'on échappe, on construit une forme de lecture qui est différente de celle que peut donner une autre connaissance, qui est une connaissance soit conceptuelle, soit scientifique, ou comme la connaissance de la métaphysique classique, celle qui s'est faite par la liaison entre les deux, c'est-à-dire de faire correspondre des concepts et des fonctions à l'alliance, à une alliance temporaire peut-être, mais incontestablement solide entre eux. René, j'ai pas compris son intervention de tout à l'heure. J'ai pas compris son intervention tout à l'heure quand je parlais d'analogie. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il se met à me dire l'analogie, Lévi-Strauss, ainsi de suite. D'autant plus que je notais qu'il y avait
qu'il y avait dans cet esprit-là une différence avec l'esprit de classification. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas du tout que l'esprit analogique n'était pas valable. Ce n'était pas ça mon propos en aucun cas. Bon, au contraire, je voulais simplement montrer qu'il y avait, que par rapport à l'esprit de classification, et je pense que c'était très intéressant, et les mathématiques procèdent par classification jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, plus que jamais. Bon, on classe les groupes sont classés, etc. Bon, et c'est très intéressant de montrer que la connaissance n'est pas quelque chose de fini et qu'il y a, c'est la base de soi. Si l'on dit, c'est ça, si je dis par exemple en tenant là que le nombre 10 et que nos 10 doigts sont la signature de la numération, on voit à peu près ce à quoi ça correspond, mais ça ne veut pas dire on a établi par là une correspondance qui nous permette de dire nous avons atteint la mathèse absolue du monde. Je crois que c'est précisément pas ça. Je t'écoute, là, qu'est-ce que tu voulais dire? Aujourd'hui, on a donné l'information au niveau universel qui consiste à dire que l'auteur le plus piraté, le plus déchargé sur l'Internet, c'est Deleuze. Bon. Je vous informe aussi que entre le 10 et le 12 février, il y a un grand congrès international sur la pensée de Deleuze à Londres, et ils m'ont fait l'honneur de m'inviter. Mais pour faire cette relation avec mon intervention et l'information, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un espace déconceptualisé ou d'un espace de pensée, mais il y a une transdisciplinarité dont Deleuze était, si vous voulez, à l'avant-garde de cette unification. Or, moi j'avais voulu poser deux questions à René. Dans les recherches jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé les frontières. Quand on ne trouve pas les frontières, on n'a pas la possibilité de localiser les fuites. Alors, la question est simple. Quelle est la différence entre les sciences humaines et les sciences sociales? Est-ce que je fais des sciences humaines? Est-ce que je fais des sciences sociales? Et la deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, mondialement, je dirais mondialement, c'est que je suis bien les événements et je voyage énormément. Il y a un concept de Foucault qui fait des ravages, qui s'appelle l'archéologie du transfert. L'archéologie du transfert. Archéologie du transfert, ça veut dire qu'on regroupe les forces conceptuelles pour les mettre dans l'espace des sciences humaines. Parce que l'archéologie du transfert, c'est qu'on transfère le concept dans des différents espaces, afin d'avoir cette, disons, transgression, de, si vous voulez, de l'espace scientifique. Et si aujourd'hui on parle sur Deleuze et sa pensée, disons sa pensée des désirs, de l'esthétique, de l'être univoque, de la formation du concept, c'est qu'il a introduit, si vous voulez, pas lui, mais il était, je dirais toujours, il était à l'avant-garde de cette transdisciplinarité. La transdisciplinarité ne correspond pas à la multidisciplinarité. La transdisciplinarité, c'est comme on fait une différence entre extensive et intensive. Ça veut dire que l'extension des sciences, du champ des sciences humaines, va automatiquement faire, ou disons, faire un OPA ou nationaliser la science sociale. Et tout le débat, à mon avis, il est là. Quelles sont les frontières entre les sciences humaines et les sciences sociales? Mais là-dedans, dans cette ma thèse de Malfatti, il ne s'agit pas de science, il s'agit
il s'agit d'une science qui est une science universelle. C'est une science qui s'appliquerait, qui s'applique à l'ensemble du domaine humain et du domaine, disons, je sais pas, terrestre, sidéral, puisqu'il utilise ces mots, mais il y a une correspondance entre ces trois domaines. D'ailleurs, il y a toujours un raisonnement qui agit par triplicité, ce qui concerne l'homme, ce qui concerne le domaine tellurique, ce qui concerne le sidéral, dans l'ensemble forme le cosmos. Donc, il y a une science. Ce qui est science, ou ce qui est accès à la science, c'est ce qui va permettre de découvrir dans ces différents domaines des éléments. C'est pour ça que je parlais de matrice, enfin on pourrait dire un module, si tu veux, c'est ça qui se retrouve partout. Ce n'est pas à proprement parler quelque chose qui limite justement l'étude de l'homme aux sciences humaines. L'homme est traversé par ce qui n'est pas une limitation. On pourrait dire que lorsque l'on dit l'homme est traversé dans un sens tout à fait différent d'autre part, mais avec Foucault, l'homme est traversé par des sciences qui sont celles du langage, celles de la vie, le travail, etc. Bon, on pourrait dire également que l'homme, on accède à la science de l'homme que par le fait que l'on l'a relié à des choses qui sont en dehors de son domaine. Tandis que la notion de science humaine voudrait dire des sciences qui soient propres à l'homme qui occupe une place différente et a besoin de modes d'études différents que les autres sciences. Ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Il y a des formes, lorsque l'on dit par exemple que dans les sciences humaines il y a quelque chose qui a un rapport à la subjectivité qui n'est pas du tout, qui ne permet pas de traiter objectivement ces sciences, on a raison, mais d'autre part, les autres sciences aussi ont un rapport à la subjectivité. Donc, il y a par là quelque chose qui, dans l'idée de cette mathèse, ne peut pas être non plus, n'est pas en correspondance avec une certaine orientation scientifique qui demande d'établir, qui s'est établie au XIXe siècle et qui va demander à partir de cette époque, justement 1850, de faire une rigoureuse différence entre ce qu'on appelle les Naturwissenschaften, puisque je le dis dans la langue allemande, parce que c'est là où ça s'est déterminé, et les Geisteswissenschaften, celles qui concernent l'esprit et celles qui concernent la nature, alors qu'au contraire, la mathèse, c'est de lier les deux, c'est-à-dire de faire qu'il n'y a pas de différence de principe entre l'une et l'autre. Maintenant, elle est toujours très rudimentaire. On ne peut pas dire que le propos de l'auteur n'était pas, l'extension de sa recherche n'est pas allée au-delà d'une description anatomique, d'une description psychologique et élémentaire. Donc, il a dessiné à grands traits, à grandes lignes, ce qu'il pouvait y avoir de rapport. Je pense que chez Fourier, il est entré beaucoup plus dans le détail, n'ayant pas exactement les mêmes orientations, le même langage et les mêmes repères, mais il est entré plus dans le détail de ce système qui ne permet pas de détacher l'étude de l'homme de l'étude du cosmos. Je crois que, et de l'étude de la Terre en particulier, il y a quelque chose qui est chez Fourier, bien qu'il le donne toujours en annexe, il y a une vision qui est à la fois
qui est à la fois écologique, écosophique, que dans le sens de Félix Guattari, qui est également cosmologique, analogique, qui le situe tout à fait dans le sens développé de ce qui est l'idée directrice de la mathèse. Maintenant, je dirais que la mathèse rattache cette science à quelque chose qui est une origine dans le nombre, dans l'abstraction du nombre, et on pourrait dire dans la mystique du nombre, retenant chez les pythagoriciens cette partie mystique qu'il y a chez eux, donc relie le développement de la science à ce qu'on pourrait nommer un mythe originaire, tandis que l'intérêt de la pensée de Fourier, c'est à mon sens, tout au moins, de détacher l'utopie, ou tout au moins ce qu'on peut appeler chez lui l'utopie, c'est-à-dire quelque chose qui est en devenir, qui est une prospection d'organisation, d'agencement social, de le détacher du mythe. Le mythe est quelque chose qui retient à l'intérieur d'une conservation, d'une réaction. C'est pour ça que la pensée de Malfatti est très certainement, dans un sens le plus simple du mot, le sens élémentaire, est très certainement conservatrice et réactionnaire dans ses propositions sociales. Lorsqu'il parle de la sexualité, par exemple, la sexualité s'achève dans le mariage monogamique qui, à cette époque-là, est considéré justement comme la forme essentielle de la réaction, de la conception conservatrice dans le domaine de l'organisation sociale. Alors que la critique de Fourier est une critique de cette forme de la dualité, de la relation de groupe la plus petite dans le mariage, de la pérennité des liens du mariage, une critique de la garantie de cette institution par la religion et par l'État, alors que chez Fourier, il y a justement cette critique, tandis que chez Malfatti, le dernier chapitre est consacré à cela, c'est-à-dire l'achèvement de l'homme, de sa destination, dans un sens d'ailleurs qui rejoint assez dans ses grandes lignes les vues de Hegel dans la philosophie du droit, ou celle de Schelling, ou celle de Bader. Tous ces philosophes ont une conception généralement très réactionnaire ou très conservatrice de la société. C'est dans un autre sens que c'est libérer les formes révolutionnaires sociales qui ont rompu avec cela. Et la rupture que Fourier fait avec la mathèse est assez significative de ce point de vue-là. Encore une fois, il ne sait jamais, et pour cause, parce qu'il n'a pas dû le lire ni connaître ce livre. D'ailleurs, il n'a pas pu le connaître puisqu'il est mort. Il est mort avant, mais enfin, comme Malfatti de Montereggio avait écrit avant, toutes ces pensées qu'il exprime ici sont connues déjà avec les œuvres qui ont paru du vivant de Fourier, et il ne fait allusion qu'à celle de Schelling d'ailleurs, mais tous les autres étaient de son époque. Alors leur pensée est une pensée qui incontestablement va dans un sens tout à fait inverse de la révolution sociale, de la réforme sociale, de la critique des institutions. Je vous avais cité quelqu'un que cite Deleuze, d'ailleurs dans différentes répétitions, et qui, sans appartenir à ce mouvement, est également quelqu'un qui relie très étroitement les formules, les algorithmes de la science de la nature et des mathématiques
les formules, on pourrait presque dire, magiques, mais très scientifiques, des équations mathématiques, avec le devenir social qui est Noé Vronsky, dont je vous avais cité le nom la dernière fois, qui se trouve cité dans différentes répétitions. Là, Vronsky est plus authentiquement, et même authentiquement mathématicien. Il est plus mathématicien que ne l'est Montereggio. Et les mathématiques dont il parle ne sont pas les mathématiques pythagoriciennes, mais sont également une formule algorithmique qui est celle du calcul infinitésimal, dont d'ailleurs s'empare aussi Deleuze, et dont il fait en quelque sorte, en greffant d'une façon qualitative sur ce calcul, en modifiant même dans l'énoncé un petit peu la présentation, il fait également une présentation qualitative de quelque chose qui est un instrument fonctionnel dans le domaine de la connaissance des sciences de la nature. Mais pour dire un petit peu la même chose, mais en lui donnant une signification, chez Vronsky, une signification magique, c'est-à-dire l'énoncé du calcul, la formule du calcul intégral et du calcul infinitésimal est la clé de l'univers, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga du monde. C'est ce qui permet aux mathématiciens et aux physiciens de résoudre l'ensemble d'un univers qu'on considère à travers ces équations différentielles qui permettent le calcul jusqu'ici impossible, qui était le calcul des fluides, des modifications, des variations. Tout ce calcul des variations, des fonctions, devient quelque chose qui permet de posséder le monde. Alors que dans la mathèse, ce n'est pas ça, c'est la table de Pythagore. C'est une table construite sur la décade et sur le carré constitué par un carré de 10 côtés qui possède tout le secret de l'ensemble des nombres, donc de l'ensemble de tout ce qui fonctionne et se traduit sous la forme de la figure géométrique du cercle qui, en mouvement, une fois ébranlé, va devenir l'ellipse, et qui, étant ellipse, va devenir l'œuf primordial, qui est en même temps celui qui est au centre même de la génération de toutes choses. Donc on voit comment se fait l'entraînement associatif de ces différentes, la chaîne de ces différentes signatures qui, à tout moment, vont permettre de voir comment les choses s'organisent, de posséder une clé du vivant particulier. Et de la même façon, d'ailleurs, il faut bien le dire, que les formules qui sont les formules du code génétique, d'une sorte de spirale qui s'enroule sur elle-même et qui se poursuit à travers toute la chaîne du vivant, et joue un petit peu, mais dans le domaine, cette fois, de la science proprement dite, le même rôle de lecture de l'engendrement et du développement du vivant. Le tout, donc, dans tout cela, il y a un élément qui est incontestable, c'est-à-dire comment il y a une relation étroite de l'expression mathématique et avec ou logico-mathématique, avec la lecture des codes et les phénomènes naturels. C'est là que se trouve à la fois la source et en même temps l'application mathématique, qui n'est pas simplement un langage abstrait, un langage qui est une langue commode, mais en même temps pénètre dans la nature des choses. C'est un petit peu, d'ailleurs, l'idée, si tu parlais de Poincaré, mais
c'est au fond de l'idée de Poincaré. Il n'y a pas de mathématiques totalement abstraite, elle est en même temps quelque chose qui est expression, application au phénomène naturel. C'était l'idée aussi de Lautmann, c'était l'idée que cite aussi Deleuze et de Gilles Châtelet, qui en tant que physicien, en tant que mathématicien de la physique. Et donc, il y a quelque chose qui est ce secret, qui reste toujours, si on veut, mystérieux. Il est mystérieux dans le sens où l'on le traiterait un peu comme une formule magique. Il ne l'est plus si l'on se contente de voir qu'il y a effectivement un enchaînement, que c'est entre les uns et les autres, et que les mathématiques sont bien quelque chose qui est la traduction des phénomènes physiques, biologiques, etc. Donc il y a toujours cette forme de traduction dans le langage mathématique, mais dire qu'un peu comme le disait Galilée, que le monde est écrit dans un langage mathématique, c'est un petit peu semblable comme formule en disant il y a une signature des choses, mais c'est tout à fait à l'inverse. C'est-à-dire ce sont des choses qui règnent sur le même domaine, qui au fond vont bien dire la même chose, mais qui prennent des voies tout à fait différentes. Chercher les signatures des choses, c'est une forme de pensée qui est archaïque et mythique. C'est une forme de pensée, justement, celle de Paracelse, c'est les façons dont cette pensée s'est conservée. Elle est plus poétique que réaliste. Tandis que dire le monde est écrit dans un langage mathématique, c'est l'expression même de la science, en tant qu'elle établit ses fonctions et qu'elle prétend déterminer et transcrire et prévoir ce qui se passe. Vous voyez quelle est la différence. Il y a dans un sens, résumé en deux formules. Dans un sens, la formule galiléenne et cartésienne, et dans un autre sens, la formule de Paracelse, qui donne c'est ça ce que je voulais surtout dire, deux orientations, deux traditions. Et la mathèse est au milieu. Elle n'est, à mon sens, elle est commandée très nettement par cette tradition qui vient de Paracelse, mais elle n'est pas totalement orientée dans un sens que j'appellerais en gros magique ou illuministe, comme chez certains autres auteurs qui utilisent ces formules d'une façon beaucoup plus irrationnelle. C'est pourquoi Deleuze a été porté à préfacer cela en garantissant, il le dit bien, d'ailleurs au début, il ne s'agit pas là de quelque chose qui est une œuvre mystérieuse ou occulte. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit il peut être intéressant de définir la mathèse dans ses rapports avec la science et la philosophie. Forcément, une telle définition reste en quelque sorte extérieure à la mathèse elle-même. Elle est simple, provisoire, étant seulement à montrer qu'indépendamment même de tout moment historique, la mathèse dessine une des grandes attitudes de l'esprit toujours actuel. C'est-à-dire qu'on ne trouvera ici qu'une critique des arguments que les savants et les philosophes sont toujours tentés d'invoquer contre elle, et surtout une mise au point sur la signification qu'il faut donner au mot initié. C'est justement pour détacher cette idée que la mathèse, c'est quelque chose qui serait une sorte de science demandant une initiation et demandant des cérémonies occultes. Qu'on n'oublie certes pas ce plan de civilisation indienne où se déploie la mathèse,
c'en est l'essentiel de la civilisation indienne, puisqu'il fait appel justement à cette triplicité des divinités et des puissances religieuses de la religion indienne, qui était à cette époque-là diffusée en Europe par l'intermédiaire d'un certain nombre de mythologues, mais contemporainement, en particulier Müller, dont s'est beaucoup servi Nietzsche, dans ses références pour Zarathustra d'ailleurs, pour la pensée iranienne, la pensée indienne, ou Schopenhauer, d'autre part, qui déjà avait eu des sources et des connaissances de la pensée indienne. De cette civilisation, on ne dira pas qu'elle puisse être abstraite à quelque degré que ce soit, mais seulement qu'au sein même de notre mentalité occidentale, certaines exigences fondamentales se laissent saisir, que la mathèse, dans une sorte d'introduction, de préface à soi-même, est déjà seule à satisfaire. C'est à ce point de vue que le livre du docteur Malfatti présente un intérêt capital. D'autres ouvrages, sans doute, ont paru depuis, qui vont plus avant dans la conscience indienne, mais il n'y en a pas beaucoup qui, mieux que celui-ci, introduisent la notion de mathèse en soi, dans ses rapports avec la science et la philosophie. Donc, c'est à ce moment-là, justement, que même si cette idée de la mathèse prend ses sources dans des représentations, dans des représentations religieuses, dans des symboles, dans des allégories qui se trouvent dans la représentation indienne, elle n'est pas dépendante simplement d'une forme mythologico-religieuse. Dans ce livre de Malfatti, elle prend une forme plus universelle, et c'est dans cette mesure d'ailleurs qu'il dit l'étudier. Là, il y a des représentations, je vous avais montré, que Malfatti a donné comme exemple, mais elles ne sont pas très lisibles, parce que ce sont des représentations qui montrent justement soit les figures géométriques, soit les nombres, soit les divinités auxquelles tout cela se rapporte. Toujours à partir de cette triplicité de la trinité indienne, de Brahma, de Vishnu et de Shiva. Avec au centre un principe qui est écrit, qui est, je ne sais pas si c'est une divinité ou plutôt un principe vital dans lequel c'est l'unité de la vie qui est réunie et qui est, lui, alors aussi allégoriquement présent dans le nombre, dans le nombre intermédiaire le nombre qui se trouve au milieu de la décade, le 5, et qui est écrit qui donne, et qui est écrit également homme. Et je le signale parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant dans ces attendus et ses conséquences politiques. Ce mot homme, il y a les différentes divinités qui sont incarnées ou qui sont allégorisées par les différents chiffres. Et au milieu, il y a ce ou homme, qui est d'ailleurs, je crois que c'est une forme arabe et indienne, puisque existe comme prénom arabe. C'est la mère. C'est ça. C'est la mère. C'est ça. C'est la mère ou Umma. C'est ça. Ça veut dire nation. Oui. Alors, si on ajoute le A. Il est donné comme homme également, et homme, c'est le titre
le titre d'un livre que je vous signale, malheureusement je l'ai perdu, je n'ai pas sous la main. Je voulais l'apporter, d'Allen Ginsberg, le poète américain, Ginsberg, que connaissait, qu'appréciait beaucoup Guattari et Deleuze, et qui, dans Homme, a écrit un livre à la fois théorique et poétique très très intéressant, justement sur cette, comment pourrait-on dire, sur ce sens de la vie, sur cette adhésion à la vie, sur ces puissances de vie. Ça s'écrit comme ça, Homme, O-O-M. Je sais que le livre existe en France, et il existe, j'ai essayé de le rechercher dans l'internet, j'ai pas vu, j'ai vu qu'il existe, je crois qu'il existe en anglais, donc ça peut vous intéresser, Homme, qui s'écrit O-M ou Oum. Alors tu disais que Oum, c'était quoi? La mère, c'est une mère, c'est la mère, Keltoum, Ali, c'est la mère de. Oui. Or, si on dit qu'on. Mais c'est un prénom ou un nom? C'est un nom. C'est un nom, un adjectif. C'est un nom. C'est un nom. C'est un nom. C'est un nom. Ah oui, c'est ça. Il n'est pas donné comme prénom. Non, non, non. Parce qu'il y a des personnes qui s'appellent Oum. Non. C'est. Attends. Allez, par exemple, ça veut dire c'est l'appartenance à la mère. Ah oui. Ça veut dire avant d'être un nom ou un prénom, c'est un adjectif qualificatif de la mère. Et dans la tradition, il y a une partie du monde arabe, il y a une tradition chez les Palestiniens, chez les proches-orientaux, il y a toujours la référence au père et la référence à la mère. C'est comme Keltoum ou Abou Nidal. Abou Nidal, Abou Fath. Abou, c'est le père. Vous comprenez? C'est-à-dire que si moi j'ai un enfant qui s'appelle Fatah, on va l'appeler pas Fatah, mais on va l'appeler Abou Fatah. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça ce que je voulais dire, l'archéologie du transfert. Donc, il y a quand même quelque chose, si c'est le homme et et la même chose, donc il y a quelque chose qui est une source, une déesse mère, alors il y a quelque chose qui est... Mais parce que le sacré, dans l'islam, la mère n'est pas la femme. Oui. La mère est sacrée. Ah oui. Vous comprenez, il y a une sorte de relation, disons, mystique entre la mère et la femme. Toute l'ouverture du paradis passera par la mère. Vous comprenez? Mais il n'y a pas la femme, il n'y a que la mère. Parce que c'est un instrument de procréation. Et sur cette base-là que les gens qui m'ont procréé vont être couronnés ou par exemple récompensés par un héritage, un transfert héréditaire et intergénérationnel. Parce que dans la mathèse, il y a ces Oum, je ne savais pas si ces Oum représentent une personne, une divinité. Ce sont des principes et à la fois des principes de divinité. Alors est-ce que Oum qui occupe une position centrale, donc le Oum à titre de divinité ou de principe divin central. Donc c'est un principe d'enfantement, un principe, voilà. un principe maternel. Parce que Shiva, c'est la mère. C'est la mère de la divinité. Mais parce que les autres divinités sont de toute façon bisexuées. Elles sont à la fois hommes et femmes. Tandis que a une situation un peu particulière. Non, en arabe, c'est la même. Ça, il n'y a pas à dire. Maintenant, on peut par exemple ajouter IA, on peut ajouter juste A, Umma, ça veut dire la nation. Ça veut dire de la mère, elle crée la nation. C'est la femme qui crée la nation. C'est un transfert, c'est un développement, c'est un processus. Oui, mais c'est très intéressant. Mais ce qu'il y a de plus intéressant d'ailleurs pour résumer et pour conclure, c'est que dans cette mathèse, ce qui est intéressant, c'est comment pourrait-on dire, il fait que c'est en rapport d'ailleurs avec aussi beaucoup la conception de Fourier,
c'est la sexualité cosmique. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas une propriété simplement des organismes bisexués, ou tout au moins elle est dans l'ensemble des choses de l'univers, elle est présente justement dans ses puissances originaires, elle est puissante dans les nombres. Un nombre est quelque chose qui est en relation allégorique avec le sexuel, et même dans son écriture, c'est là où au fond les formes allégoriques ou analogiques se trouvent davantage. Par exemple, un nombre comme le 0 qui est une ellipse, mais en même temps un nombre comme le 9 ou le 6 qui est à la fois une ellipse et un phallus ou un lingam dans le sens indien du terme, c'est-à-dire aussi un membre érecté en érection, et dans le nombre le 3 aussi qui est une copulation entre deux ellipsoïdes qui sont ouvertes, mais qui sont à la fois reliées et qui sont à la fois comme un sexe féminin ou comme des lèvres. Il y a également une relation entre ce qu'on pourrait appeler en langage cette fois psychanalytique, l'oral et le génésique et le sexuel proprement dit. Entre l'oralité et la génitalité, il y a en permanence un passage, comme on le voit dans les études psychanalytiques et aussi dans Logique du sens, au moment où Deleuze a écrit quelque chose en relation avec davantage la psychanalyse et qu'il en a fait dans l'Anti-Oedipe. Donc c'est la sexualisation du nombre, on pourrait dire, est quelque chose qui est très caractéristique de cette mathèse, et en même temps la numération de la relation amoureuse que l'on retrouve jusque chez Badiou, mais qui en tant que platonicien associe aux deux en tant que nombre. Il y a beaucoup de mathèse chez Badiou, mais une mathèse qui est rationalisée, qui est un peu privée de ces éléments un peu fantasmagoriques qui se trouvent et poétiques qui se trouvent dans la mathèse de Malfatti. Mais la sexualisation du nombre et la numération, on pourrait dire, la quantification du sexuel, c'est ça contre quoi Fourier, dont Fourier va s'emparer, mais en le déformant, en le transformant, en le déplaçant, de façon justement à n'être plus prisonnier de cette origine mythique, et en l'ouvrant vers d'autres perspectives qui seront celles de la multiplicité, l'infinité des amours dans le nouveau monde amoureux. Et également la relation, il y a aussi la relation entre le nombre, l'éros, les différents éléments, la part fondamentale qui, elle, vient de Jacob Böll, mais qui remonterait jusqu'à Héraclite, du feu comme principe fondamental. On pourra revenir là-dessus, d'ailleurs, parce que je m'arrête, et après, s'il y a une séance où il y a un trou, on reviendra un petit peu sur ces autres éléments qui apparaissent dans la mathèse. Toi qui travailles sur Fourier, je te le signale d'ailleurs, comme étant quelque chose qui est une source de référence, bien que encore une fois, il n'en était pas connaisseur, mais l'ensemble de tout ce qui est véhiculé autour de ces idées directrices, c'est le milieu intellectuel, le milieu de référence dans lequel se meut Fourier, que l'on a peut-être
souvent mal interprété parce qu'on le mettait en relation avec des lectures qu'il n'a pas faites, ou des milieux intellectuels auxquels il n'appartenait pas du tout. Alors que là,